Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, à Board Game 101, je vous présente le jeu Lorenzo Il Magnifico, un jeu qui a été édité en 2016 par Cranio Création et Simone pour la version ici en Amérique du Nord. C'est un jeu des auteurs Flaminia Brassini, Virginio Gigli et Simone Luciani. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs et les parties vont durer de 60 à 120 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de victoire pour l'emporter. Les joueurs incarnent une famille de nobles et on va avoir des membres de notre famille qui seront les ouvriers qu'on va utiliser dans la partie. Donc c'est un jeu de placement d'ouvriers et on va avoir des dés qui vont assigner la valeur de chacun des membres de notre famille pour la ronde en cours. Donc tous les joueurs vont avoir les mêmes valeurs numériques pour leurs ouvriers à chacune des rondes. Donc c'est vraiment un jeu de placement de dés, mais où il n'y a pas vraiment de facteur chance entre les joueurs, puisqu'on utilise tous les mêmes valeurs. C'est aussi un jeu où on va recruter des cartes pour aller se construire un tableau de cartes et un engin pour générer des ressources et éventuellement marquer le plus de points pour l'emporter. Alors, Lorenzo Il Magnifico, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au milieu de la table. Et comme on joue à 2 joueurs, on va devoir couvrir certaines actions qui ne seront pas disponibles dans notre partie. On va utiliser les tuiles de recouvrement pour les cacher. Donc on va en placer une sur la deuxième action de récolte du plateau. Une autre tuile sur la deuxième action de production. Et on va aussi cacher les 2 actions qui sont à droite du marché. Et on peut aligner les tuiles avec les dessins du plateau. On va former des réserves avec les différents types de jetons de ressources. On a d'abord les pièces, on a des valeurs de 1 et des valeurs de 5. On a ensuite les serviteurs, on a des petits serviteurs de valeur 1 et des gros serviteurs de valeur 5. On a la pierre, des petites pierres de valeur 1 et les grosses de valeur 5. Et même chose pour le bois, on a les petites de valeur 1 et les gros morceaux de bois de valeur 5. On va aussi placer les 3 dés à côté du plateau. On va ensuite séparer les tuiles d'excommunication selon leur numéro. Donc on aura des tuiles de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. On va mélanger chacune des pioches séparément et ensuite on va prendre au hasard une tuile de chaque niveau qu'on va aller placer sur l'église du plateau principal. Donc on va prendre une tuile niveau 1, une tuile niveau 2 et une tuile d'excommunication niveau 3. Les autres tuiles seront retirées, on va les replacer dans la boîte de jeu, on ne les utilisera pas pour la partie, on va seulement utiliser une tuile de chaque niveau. Sur le plateau principal, on retrouve 4 tours dans le haut du plateau qui sont chacune identifiées par une couleur. On a la tour mauve, la tour jaune, la tour bleue et la tour verte. Pour chacune de ces 4 couleurs de tour, on va devoir préparer un deck de cartes développement de la même couleur. On va donc commencer par la tour verte. Donc on va préparer le deck de développement de cartes vertes. On va d'abord séparer les cartes vertes selon leur numéro. Donc on va avoir des cartes de niveau 3, des cartes de niveau 2 et des cartes de niveau 1. On va mélanger chacune des pioches séparément et par la suite on va empiler les pioches une par-dessus les autres en plaçant les cartes niveau 3 en dessous, les cartes niveau 2 par-dessus et les cartes niveau 1 sur le dessus de la pioche et on va la placer vis-à-vis sa tour en haut du plateau. Et on va faire la même chose pour préparer les autres decks de cartes. Donc on aura les cartes de développement bleues qui seront vis-à-vis la tour bleue du plateau, les cartes de développement jaune vis-à-vis la tour jaune et les cartes de développement mauve vis-à-vis la tour mauve du plateau principal. Chaque joueur va recevoir un plateau personnel et on va aussi avoir à côté une tuile bonus. On va la placer du côté de base pour notre première partie qui va être identique pour chacun des joueurs. Les joueurs vont aussi recevoir de leur couleur leurs 4 membres de leur famille. 3 membres vont être identifiés à leur couleur. Ils vont être associés à une des couleurs de dés, alors que le 4e membre, avec une valeur de 0, lui, est de couleur neutre. Les joueurs vont aussi recevoir 3 cubes d'excommunication, ainsi que 4 disques de leur couleur. Les joueurs vont commencer avec les ressources suivantes, 3 serviteurs, 2 pierres et 2 bois.
On va ensuite prendre nos 4 disques de couleur et on va aller les placer sur le plateau principal. On va en placer un sur la case 0 de la piste de score autour du plateau principal. On va en placer un deuxième sur le 0 de la piste de foi et on va en placer un troisième à 0 sur la piste militaire. Et pour le 4e disque, on va les placer au hasard sur la piste d'ordre de tour et ça va aussi déterminer l'ordre de tour pour la première ronde de jeu. Le joueur qui est le plus haut dans l'ordre de tour va jouer en premier, donc c'est le joueur rouge qui va être le premier joueur au début de la partie. Et on va lui remettre 5 pièces pour qu'il commence la partie. Et le joueur bleu qui est en deuxième position, lui, va recevoir 6 pièces au début de la partie. Si on veut jouer avec les règles avancées, les joueurs, au lieu d'utiliser le côté de base de leur tuile bonus, on va la retourner de l'autre côté et on va drafter les tuiles bonus en ordre inverse de tour de jeu. Donc le joueur bleu choisirait sa tuile bonus en premier, ensuite le joueur rouge choisirait sa tuile bonus avancée en deuxième. De plus, dans le mode avancé, on va utiliser les cartes leader. Donc, on va donner à chacun des joueurs 4 cartes leader. Les joueurs vont regarder ces cartes et vont en conserver une des 4. Par la suite, ils vont échanger leurs mains avec l'autre joueur, se regarder une carte. On va ensuite échanger les 2 cartes restantes. On va en garder une des 2 et on va donner l'autre carte à son adversaire. Donc, on va effectuer un draft pour que chacun des joueurs ait 4 cartes leader pour la partie. Et les joueurs peuvent placer leurs ressources de départ sur les emplacements désignés dans le bas de leur plateau personnel. Une partie de Lorenzo Il Magnifico se joue en 3 périodes et chacune des périodes va durer 2 rondes. On aura donc un total de 6 rondes pendant la partie. À chacune des rondes, les joueurs vont utiliser les membres de leur famille pour aller les placer sur le plateau pour effectuer différentes actions, pour ramasser des ressources, pour engager des cartes de développement, les placer sur leur plateau personnel, essayer de construire le meilleur engin pour générer le plus de points de victoire et espérer devenir la famille la plus influente pour remporter la partie. Chacune des rondes de jeu se divise en 4 phases. Et la première phase est la phase de préparation de la ronde. On va premièrement aller placer des cartes de développement dans les 4 tours du plateau principal. On va donc prendre les decks de cartes de chacune des couleurs et on va commencer à remplir les tours en plaçant les cartes de bas en haut sur chacune des tours. Donc on va avoir 4 cartes de développement vertes qui sont des territoires que les joueurs pourront conquérir et aller placer sur leur plateau personnel. On aura ensuite 4 cartes bleues qui sont des cartes de personnages qui pourront nous donner certains bonus et certains bonus instantanés, certains bonus permanents pour le reste de la partie si on réussit à les recruter pour les placer dans notre tableau personnel. On aura aussi 4 cartes jaunes qui sont des cartes de bâtiment qu'on pourra placer sur notre plateau personnel pour pouvoir l'activer et générer certaines ressources ou faire des transformations de ressources pour essayer de marquer des points de victoire. Et finalement, on aura 4 cartes mauves qui sont des cartes de quête, qui sont des bonus de points de victoire à la fin de la partie si on réussit à les recruter et les placer dans notre tableau de cartes. Et ensuite, le premier joueur va prendre les 3 dés et va les lancer et va les placer sur les endroits respectifs dans le bas du plateau. Et ce seront les valeurs assignées aux membres de notre famille. Donc, comme le dé orange a une valeur 6, ça veut dire que mon ouvrier orange va avoir une valeur 6 pour cette ronde. Mon ouvrier blanc va avoir une valeur de 2 et mon ouvrier noir une valeur de 6. Donc, tous les joueurs dans la partie vont avoir les mêmes valeurs d'ouvrier pour cette ronde. On passe ensuite à la deuxième phase, qui est la phase d'action. C'est dans cette phase que les joueurs vont jouer à tour de rôle, en commençant par le premier joueur, le joueur rouge. Et on va jouer un des membres de notre famille disponible sur le plateau pour aller effectuer une action. Et on va jouer à tour de rôle jusqu'à temps que les 2 joueurs aient joué les 4 membres de leur famille. Le premier emplacement où on peut placer des membres de notre famille sont dans les cases d'action qui sont dans les 4 tours du plateau. Ces cases d'action vont nous permettre d'aller recruter les différentes cartes de développement qui sont vis-à-vis les cases d'action et aussi récolter des bonus si jamais on va dans les emplacements les 2 plus hauts de chacune des tours. Sur les différentes cases d'action, on retrouve les prérequis des valeurs des membres de notre famille qu'on doit placer pour faire ces actions. Donc, la rangée du bas de la tour, on doit avoir un membre de la famille de valeur 1 minimum. Pour le deuxième étage, on doit avoir un membre de famille de valeur 3 au minimum.
Pour le troisième étage, on doit avoir un membre de famille de valeur 5. Et pour le dernier étage des tours, on doit avoir un membre de notre famille de valeur 7 minimum pour placer un ouvrier à cet emplacement. Le joueur rouge pourrait donc placer son ouvrier blanc, qui est de valeur 2 dans notre ronde présentement, car il est supérieur à une valeur de 1, donc il répond au minimum et on pourrait le placer à cet emplacement-là. Mais les joueurs peuvent aussi dépenser des serviteurs et chaque serviteur va augmenter la valeur de leur ouvrier de 1. Donc si je dépensais 3 serviteurs, j'ajouterais plus 3 à ma valeur et j'aurais donc une valeur de 5 et je serais capable de le placer à un emplacement qui demande un minimum de 5. S'il n'y avait aucun ouvrier dans la tour, on n'a pas de pénalité à payer et on va pouvoir aller placer notre ouvrier pour essayer de gagner une carte développement. Par contre, si avant de placer mon ouvrier rouge, le joueur bleu avait placé un ouvrier ici dans un tour précédent et que je veux aller dans la même tour que lui, donc la tour verte, je devrais payer avant de le faire une pénalité de 3 pièces qu'on va payer à la banque. On ne peut jamais placer un ouvrier de notre couleur dans une des tours si on a déjà un ouvrier de cette couleur dans la tour. Donc je ne pourrais jamais avoir 2 ouvriers rouges ou 2 ouvriers bleus dans la même tour de la même couleur. Par contre, l'ouvrier neutre n'est pas considéré de notre couleur, donc on pourrait le placer dans une tour pour aller chercher une deuxième carte, même si on a déjà placé un ouvrier de notre couleur. Par contre, l'ouvrier neutre a une valeur de 0, donc je serai obligé de jouer des assistants avec lui pour monter sa valeur ici. Je pourrais jouer 3 assistants pour monter sa valeur à 3 pour le placer dans cette case d'action. Une fois qu'on a placé notre ouvrier, si jamais on est dans les 2 dernières cases de la tour, on voit qu'il y a un bonus instantané. Donc ici dans la tour verte, on gagnerait un bois à cet emplacement-là en plaçant un ouvrier qui est là. La case d'en haut me donnerait ici 2 bois. Dans la tour bleue, on gagne ici 2 pierres, ici 1 pierre. Dans la tour jaune, on gagne des points militaires. Donc ici 2 points militaires, 1 point militaire. Et dans la tour mauve, on gagne des pièces. Donc ici 2 pièces et ici 1 pièce. Une fois le bonus encaissé, les joueurs doivent payer les coûts de la carte de développement pour l'acheter et la placer sur leur plateau personnel ou dans leur tableau personnel de cartes. Pour les cartes vertes de territoire, elles n'ont pas de coût d'indiqué sur la carte, donc le joueur va tout simplement prendre la carte sans payer de coût. Pour les cartes bleues, elles ont un coût en pièces qui est écrit en haut à gauche des cartes. Pour les cartes jaunes, ce sont des coûts en ressources, donc généralement des coûts en bois et en pierre, ou des fois des pièces ou une combinaison de 2 ou 3 ressources. Alors que les cartes mauves ont aussi des coûts en ressources, et dans les autres âges, on aura aussi des cartes mauves qui auront des coûts en points militaires et qui nous demanderont d'avoir un minimum de points militaires pour pouvoir les recruter. Comme les joueurs gagnent les bonus avant de payer le coût de la carte, on pourrait très bien utiliser le bonus qu'on vient d'obtenir pour aller acheter la carte qui est à cet emplacement. Une fois le coût en ressources payé, le joueur va prendre la carte. Donc ici, c'est une carte verte de territoire, il n'y a pas de coût. Donc le joueur va tout simplement la prendre et va aller la placer dans le premier emplacement de territoire à gauche sur son plateau personnel. Certaines cartes de développement ont des bonus instantanés qui sont indiqués au milieu de la carte avec un petit éclair. Donc ici, ce territoire me donnerait une ressource de bois que je vais ajouter dans ma réserve personnelle après l'avoir recrutée. Les 2 premières cases de territoire n'ont pas de prérequis pour y placer des cartes territoire, mais pour les 4 autres emplacements, on devra avoir une certaine valeur militaire pour pouvoir placer une carte à cet endroit-là. Donc pour le 3e emplacement, on doit avoir un minimum de 3 points militaires. Pour le 4e emplacement, on doit avoir un minimum de 7 points militaires. Pour le 5e emplacement, on doit avoir un minimum de 12 points militaires. Et finalement, le 6e et dernier emplacement de carte territoire, on doit avoir un minimum de 18 points militaires pour y placer une carte territoire à cet endroit. De plus les joueurs auront placé de territoire, plus ils marqueront de points de victoire en fin de partie. Pour les cartes bleues de personnages, les joueurs vont les placer à droite de leur plateau personnel vis-à-vis l'icône des cartes bleues. Certaines cartes vont avoir des bonus instantanés, mais celle-là n'en a pas. Et on va avoir un pouvoir permanent qui est écrit en bas de la carte. Donc pour cette carte de personnage, à chaque fois que je vais aller placer des membres de ma famille dans la tour jaune, ils auront une valeur de plus 2 et j'aurai à payer une ressource de bois ou de pierre de moins lorsque je vais acheter des cartes jaunes pour le restant de la partie.
Pour les cartes jaunes, on va les placer dans les emplacements du haut de notre plateau personnel, en haut des cartes territoire. Ici, cette carte jaune a un bonus instantané. On va gagner 1 point de foi. On va donc avancer notre marqueur de 1 sur la piste de foi. Et après ça, on pourra activer ces cartes de production lorsqu'on fera l'icône de production. Et pour les territoires, si on fait l'action de récolte, on pourra activer les territoires qui seront placés sur notre plateau personnel. Donc, c'est vraiment les deux sortes de cartes qui vont nous servir à construire un engin économique. Et pour les cartes mauves de quête, on va aussi les placer à droite de notre plateau vis-à-vis la bannière mauve. Ici, j'ai un bonus instantané de gagner 4 serviteurs que je vais placer dans ma réserve personnelle. Et le bas de la carte sont des points de victoire qu'on va marquer en fin de partie. Après les tours de cartes de développement, on peut aller sur les endroits de production et de récolte dans le bas du plateau pour pouvoir activer nos cartes de territoire vert sur notre plateau avec l'action de récolte ou aller activer nos cartes jaunes de bâtiment sur notre plateau personnel avec l'action de production. Ces deux cases d'action sont limitées à un seul ouvrier et on doit placer un ouvrier minimum d'une valeur de 1 sur ces emplacements pour activer ces actions. Mais pour cette action, la valeur de l'ouvrier est très importante. Si par exemple, je plaçais mon ouvrier de valeur 2, donc celui qui a des blancs, sur l'action de récolte, je pourrais seulement activer mes cartes territoire qui ont une valeur de 2 ou moins sur mon plateau personnel. Alors qu'à la place, si je plaçais mon ouvrier orange, qui lui a une valeur de 6 dans cette ronde, je pourrais activer les cartes de valeur 6 et moins de territoire sur mon plateau personnel, c'est-à-dire activer toutes les cartes de territoire et récolter leurs effets. L'action de production, quant à elle, fonctionne un peu de la même façon. Donc, la valeur de l'ouvrier qu'on va placer va nous dire quelle carte de bâtiment on va pouvoir activer. Donc ici, si je place l'ouvrier orange qui a une valeur 6, je suis sûr de pouvoir activer toutes mes cartes de bâtiment sur mon plateau qui ont des valeurs de 6 et moins, donc toutes les cartes. Donc, si j'ai activé l'action de récolte avec mon ouvrier blanc de valeur 2, je vais regarder dans ma rangée de territoire et je vais activer tous les effets de valeur 2 et moins, en commençant par l'action de ma tuile bonus. Donc, l'action de récolte va me donner un serviteur, une ressource de pierre et une ressource de bois qu'on va pouvoir ajouter à notre réserve personnelle. Par la suite, la première carte a une valeur de 1, donc j'ai un ouvrier de 2, donc je peux l'activer et elle va me donner une pièce que je vais placer dans ma réserve personnelle. Pour la deuxième carte, qui a une valeur de 2, donc elle va me générer une ressource de bois que je vais ajouter à ma réserve personnelle. Comme j'ai utilisé un ouvrier de valeur 2 et que ma troisième carte a une valeur de 5, à ce moment-là, je n'activerai pas ma troisième carte et je n'aurai pas récolté l'effet qui aurait été de 3 ressources de bois. Par contre, si j'avais utilisé mon ouvrier orange, j'aurais activé tous les effets, donc j'aurais activé aussi cette carte-là et j'aurais généré 3 ressources de bois supplémentaires. Pour l'action de production, c'est le même principe, mais on va prendre la rangée du haut où il y a les cartes jaunes. On va commencer par activer la tuile bonus. Donc ici, j'ai mis un ouvrier de valeur 6, donc je vais pouvoir activer toutes mes cartes. Donc la tuile bonus va me donner 2 pièces que je vais pouvoir ajouter dans ma réserve personnelle. Ensuite, on va faire un point militaire. On va donc avancer de 1 sur la piste militaire. Ensuite, on va activer les cartes en ordre de gauche à droite. Donc ici, la première carte me permet de transformer des ressources de bois en pièces. Donc, je pourrais dépenser 2 ressources de bois. On va les placer sur les cartes parce qu'on ne peut pas utiliser des ressources que les cartes nous donnent pour activer des cartes plus loin dans notre séquence de cartes bâtiment. Et je vais faire 5 pièces que je vais placer sur la carte pour le moment. C'est-à-dire que les 5 pièces qui sont là, je ne peux pas les utiliser pour payer les coûts de la prochaine carte. La prochaine carte me coûterait 1 pièce, donc j'avais en masse de pièces dans ma réserve et je vais faire 1 point de foi. Je vais donc avancer de 1 sur la piste de foi. Et une fois l'activation terminée, on va pouvoir placer les ressources qu'on a générées dans nos réserves et les ressources qu'on a dépensées, on va les remettre dans la réserve générale. On peut aussi aller au marché pour aller faire les différentes actions qui s'y trouvent. Dans une partie à 2 joueurs, on a seulement 2 emplacements disponibles puisque les 2 autres sont recouverts par les tuiles de recouvrement.
Chacun de ces deux emplacements peut accueillir seulement un seul ouvrier et on doit avoir un ouvrier d'une valeur minimum de 1. Comme tous les autres emplacements du plateau, on peut toujours jouer des serviteurs pour augmenter la valeur de nos ouvriers. Donc je pourrais jouer un serviteur et placer par exemple mon ouvrier nerd pour augmenter sa valeur à 1 pour le placer sur un de ces emplacements. Donc le premier emplacement ici va me donner 5 pièces et l'emplacement qui est à côté va me donner 5 serviteurs. Et si on joue une partie à 4 joueurs, ces deux emplacements seront disponibles. Celui-ci nous donnera 3 points militaires et 2 pièces. Et celui-ci nous donnera 2 parchemins que nous couvrirons un peu plus tard. Le dernier emplacement pour placer des membres de notre famille, donc nos ouvriers, est dans le palais du conseil, qui est cet emplacement d'action. On doit toujours avoir un ouvrier d'un minimum de valeur 1, et on pourrait aussi jouer des serviteurs pour augmenter la valeur de notre ouvrier. Lorsqu'on va placer un ouvrier dans cet endroit-là, on va le placer le plus à gauche possible et on va gagner un privilège du conseil, donc un parchemin, et on va aussi gagner une pièce. À chaque fois qu'on gagne un parchemin, on va avoir à choisir parmi une des 5 récompenses qui est ici sur la bannière. Donc on peut prendre un bois et une pierre, on peut prendre 2 serviteurs, on peut prendre 2 pièces, on peut prendre 2 points militaires ou un point de foi. Les prochains ouvriers qui seront placés dans cet emplacement seront placés à droite de celui qui a déjà été placé et le joueur va aussi prendre sa pièce et son privilège là, parmi les 5 options disponibles. L'avantage d'y aller en premier dans cet emplacement-là, c'est que le joueur qui va être le plus à gauche va gagner l'initiative, donc va devenir premier pour la prochaine ronde de jeu. En plus de placer un membre de leur famille sur le plateau pour faire une action, les joueurs peuvent faire aussi des actions gratuites qui concernent les cartes de leader, qui, je rappelle, sont une règle avancée. Un joueur peut, s'il le veut, défausser une de ses cartes de leader et prendre l'équivalent d'un parchemin. Donc, il va pouvoir choisir un privilège du conseil parmi les 5 options qu'on vient de couvrir. Par contre, une fois défaussée, cette carte sera perdue pour le reste de la partie. Les leaders, pour être joués, ont des objectifs à accomplir. Par exemple, le leader qui est ici, pour le jouer sur la table, le joueur doit avoir 18 pièces dans son inventaire. Une fois que j'ai 18 pièces, je vais pouvoir placer cette carte de leader en jeu et je vais pouvoir utiliser son pouvoir qui est en bas de la carte pour le reste de la partie. On a des pouvoirs qui sont des effets permanents ou des pouvoirs qui, comme celui-ci, sont des utilisations une fois par ronde. Donc, une fois par ronde, je peux décider en action gratuite d'utiliser ce personnage. Donc, je vais l'incliner de l'autre côté pour activer son effet, ici, qui serait de faire un point de foi. Ici, on a un leader qui, pour le jouer, je dois avoir 5 cartes bleues dans mon tableau, donc 5 cartes de personnage. Et son pouvoir pour le reste de la partie va pouvoir me permettre d'aller placer mes ouvriers sur des emplacements qui sont déjà occupés. On a un autre leader ici où on doit avoir 4 cartes personnages et 2 cartes territoire dans notre tableau personnel. Et son pouvoir, une fois par ronde, je vais pouvoir faire une action de production de valeur 0 qu'on peut évidemment augmenter en jouant des serviteurs ou avoir d'autres bonus de personnages. Ici, un autre leader qui, on doit avoir 6 cartes d'une même couleur dans notre tableau personnel et son effet est que la valeur de tous les dés est augmentée de 2 pour le reste de la partie. Lorsque tous les joueurs auront placé tous leurs ouvriers sur le plateau, ça va mettre fin à la phase d'action. Normalement, on passerait à la 3e phase qui est le rapport du Vatican, mais le rapport du Vatican sera seulement fait après la 2e ronde de jeu, la 4e ronde de jeu et la 6e ronde de jeu de la partie. Donc à toutes les rondes paires, on va faire la phase de rapport du Vatican. Et si les joueurs n'ont pas atteint certains objectifs de points de foi, ils auront les pénalités des tuiles d'excommunication. On va revenir un petit peu plus tard pour l'expliquer. Mais maintenant, comme c'est la fin de la première ronde de jeu, on passerait directement à la 4e phase, qui est la phase de fin de ronde. Premièrement, toutes les cartes restantes dans les tours, donc les cartes que les joueurs n'ont pas achetées dans la première ronde de jeu, seront défaussées. En fait, on va les retirer de la partie. Elles ne pourront plus être achetées. Par la suite, on va refaire l'ordre d'initiative. Donc, on va regarder ici dans le palais du conseil, le joueur le plus à gauche. Ici, c'est un ouvrier du joueur bleu. Donc, le joueur bleu va devenir premier joueur pour la prochaine ronde. Par la suite, les joueurs vont tout simplement reprendre les membres de leur famille et les replacer dans leur zone de jeu.
Et on serait prêt à commencer la deuxième ronde de jeu. Donc le joueur bleu va replacer des nouvelles cartes dans les tours que les joueurs vont pouvoir acheter. Ce sont les dernières cartes de la première période. Donc après la première période, on voit que les cartes sont numérotées 2. Et c'est pour ça qu'après la première période, donc après la deuxième ronde de jeu, c'est là qu'il va y avoir la phase de rapport du Vatican où les joueurs devront regarder s'ils ont accumulé assez de foi pour ne pas subir les foudres de l'Église et recevoir des pénalités pour le reste de la partie. En plus de mettre des nouvelles cartes de développement disponibles, le premier joueur à ce moment-là relancerait les 3D et on va avoir 3 nouvelles valeurs pour nos ouvriers pour la deuxième ronde de jeu. Et on continuerait la deuxième ronde de jeu maintenant par la phase d'action où les joueurs vont placer à tour de rôle les membres de leur famille sur le plateau pour aller recruter des nouvelles cartes de développement ou aller faire d'autres actions sur le plateau. À la fin de cette deuxième ronde de jeu, donc à la fin de la première période, lorsqu'on a terminé de passer toutes les cartes de développement niveau 1, on va passer après la phase d'action à la phase de rapport du Vatican. C'est là qu'on va regarder si les joueurs ont atteint l'objectif fixé par l'Église dans cette période. Pour la période 1, donc vis-à-vis la première tuile, on doit avoir un objectif de 3 points de foi. À la fin de la deuxième période, on doit avoir vis-à-vis la deuxième tuile un objectif de 4 points de foi. Et à la fin de la troisième période, donc à la fin de la partie, on a un objectif de 5 points de foi. Le joueur rouge est présentement à 2 points de foi, donc il ne réussit pas l'objectif. Donc il va laisser son marqueur sur sa case et il va devoir placer un de ses cubes d'excommunication sur la première tuile d'excommunication qui va lui donner un malus permanent pour le reste de la partie. Donc à chaque fois qu'il va gagner des pièces dans une action, il va gagner une pièce de moins. Le joueur bleu a atteint l'objectif par l'Église, donc il a le choix soit de supporter l'Église ou de ne pas supporter l'Église. S'il ne supporte pas l'Église, il va laisser son marqueur sur la case où il est rendu et il va devoir lui aussi placer un cube d'excommunication et subir ce malus pour le reste de la partie. Par contre, comme il a atteint l'objectif, il peut décider de supporter l'Église. À ce moment-là, il va retourner son marqueur sur la case 0, donc il va perdre ses points de foi, mais il va marquer les points de victoire qui sont vis-à-vis cette case. Donc ici, il marquerait 4 points de victoire et il n'aura pas à placer de cube d'excommunication, donc il n'aura pas le malus. Et on va refaire cette phase de jeu à la fin de la deuxième période, donc à la fin de la ronde 4. On va regarder si les joueurs ont atteint 4, et s'ils ont atteint 4, ils vont pouvoir dépenser leurs points, marquer des points de victoire et ne pas placer de cube à cet endroit. Et s'ils n'atteignent pas la valeur de 4, à ce moment-là, ils vont placer un cube d'excommunication sur cette tuile, et ils vont subir ce malus pour le reste de la partie, qui est de ne plus aller au marché. Et on va refaire cette phase une troisième fois à la fin de la troisième ère, à la fin de la sixième ronde, en fait à la fin de la partie. Et les joueurs devront avoir atteint une valeur de 5 points de foi, sinon placer un cube d'excommunication sur cette tuile qui va leur enlever les points marqués par leur carte verte de territoire sur leur plateau personnel. Et justement, à la fin de la troisième phase d'excommunication, donc à la fin de la sixième ronde de jeu, on va passer au décompte final des points. En plus des points de victoire marqués en cours de partie, les joueurs vont marquer des points bonus pour ce qu'ils ont réussi à construire dans leur tableau personnel. Premièrement, pour le nombre de territoires, on va avoir un bonus indiqué en haut du dernier territoire qu'on a construit. Donc ici, j'ai 5 territoires, donc je vais marquer un bonus de 10 points. Il n'y a pas de bonus pour les cartes de bâtiment. Pour les cartes de personnages, les cartes bleues, donc on va regarder le nombre de cartes personnages qu'on a. Ici, j'en ai 4. Et on va regarder l'échelle de points qui est indiquée ici. Donc pour 4 cartes personnages, ça me fait un autre 10 points bonus. Pour nos cartes de quête, donc les cartes mauves, on va tout simplement cumuler les bonus de fin de partie. Donc ici, 3 plus 4, ça fait 7, plus 3, 10, plus 4, 14 pour mes 4 cartes mauves. Ensuite, on va regarder quel joueur est le plus haut sur la piste militaire et ce joueur va marquer 5 points bonus et le joueur en deuxième position va marquer 2 points bonus. Finalement, on va compter le nombre de ressources restantes sur notre plateau personnel. Donc ici, j'ai 4 assistants, plus 3 roches, plus 3 bois, ça fait 10 ressources, plus 5 pièces, ça fait 15 ressources. Et on va diviser ce nombre par 5, donc ça me ferait un 3 points bonus pour mes ressources restantes en fin de partie.
On va accumuler tout ça ensemble pour faire notre score final et le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui est en premier dans l'ordre d'initiative à la fin de la partie qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Lorenzo Il Magnifico. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Lorenzo Il Magnifico? On va regarder les côtés positifs en premier. C'est quand même une belle production, côté qualité, donc les ressources en bois. On a les serviteurs aussi qui sont des gros meeples, qui sont très cool. Le carton, c'est pas le carton de la meilleure qualité qui existe, mais c'est quand même bien. Même chose pour les cartes, les jetons et tout ça. Fait que c'est quand même dans l'ensemble une bonne production. Sinon, le jeu, j'aime les jeux de placement de dés, donc le fait que c'est un placement d'ouvriers, mais que tes ouvriers ont des valeurs numériques, puis que la valeur numérique va changer l'action que tu vas faire, donc souvent plus tu as un chiffre qui est haut, ben là, plus ton action va être meilleure, plus là, je peux aller chercher une carte haute dans les tours, je peux aller chercher un bonus, je peux activer plus de cartes sur mon plateau, fait que c'est le fun de gérer tout ça, puis justement de pouvoir augmenter les chiffres de tes ouvriers en dépensant des serviteurs, ben, ça te donne un peu plus d'options dans ce que tu peux faire. Ok, je vais prendre lui, vu qu'il est bas, je vais aller chercher des serviteurs, puis avec mes serviteurs, je vais augmenter mes autres pour aller chercher des meilleures cartes, des cartes qui sont plus hautes, mais en plus qui me donnent un bonus, parce que les cartes sont quand même placées au hasard, ça ne veut pas dire qu'elle est plus forte si elle est en haut ou si elle est en bas. Fait que cette gamique-là, elle marche bien, c'est intéressant, c'est le fun aussi de construire ton petit engin, ton petit tableau de cartes, tu vas essayer de trouver des synergies justement. Ah, mais ce personnage-là me donne un bonus quand je fais des actions de récolte, ça me donne plus 2. Fait que là, ben, je vais peut-être me concentrer plus sur les cartes de territoire vu que j'ai un bonus sur les récoltes. Fait que souvent, tu vas essayer de maximiser peut-être un peu plus soit les territoires, soit les cartes de bâtiment. Et tu peux essayer de faire un peu des deux pour essayer de faire des transformations et tout ça, mais généralement tu vas essayer de te spécialiser peut-être dans une des deux, d'aller chercher un petit bonus qui est compatible, puis de générer des choses, puis essayer justement de rentabiliser le mieux ton engin. Fait que cette réflexion-là, elle est le fun à faire, c'est le fun d'essayer de voir qu'est-ce qui va bien ensemble, qu'est-ce qui va bien avec quoi, puis essayer de construire ton petit engin pour essayer de générer le plus de points possible. Je pense que c'est un incontournable d'utiliser les cartes leader, même que si je vous les ai montrées dans la vidéo en étant des options avancées. Pour vrai, mettez-les dès vos premières parties, c'est juste du positif de rajouter ça. Premièrement, ça donne des options aux joueurs parce que justement, on pourra pas faire toutes nos cartes leader, fait que justement à un moment donné on va dire que celle-là je la ferai jamais, j'aurai jamais ça dans ma réserve, fait que je vais juste la défausser, puis là je vais aller me chercher justement des ressources à un moment que j'en aurais besoin, un moment où j'ai mal calculé mes affaires, un moment où justement je vais aller dans une tour, mais là j'ai pas assez de pièces pour payer la pénalité, ah mais là en jetant ma carte leader je me fais des pièces, fait que là je peux y aller, fait que c'est comme un beau dépanneur pour ça quand tu peux les défausser, puis ce qu'elles vont amener aussi c'est un objectif à moyen terme pour la partie. Fait que tu dis ok, ben je vais essayer de mettre ce leader là en jeu parce que j'aime beaucoup le pouvoir qu'il donne, puis ça va fitter avec ce que je veux faire. Fait que là je vais me concentrer là-dessus, ça va me faire un objectif à moyen terme au début de la partie. Puis là quand ma carte leader va être en jeu, ben là je vais pouvoir profiter de ce pouvoir là pour le reste de la partie. Fait que c'est vraiment intéressant de mettre les cartes leader dans la partie, donc je ne les enlèverai jamais pour aucune partie. Je pense que je les ai mis dans toutes mes parties puis je ne le regrette pas. Sinon, les tuiles d'excommunication, on en utilise seulement une pour chaque ère, chaque période en fait. Donc ça c'est intéressant parce que ça ne sera pas les mêmes pénalités à chaque partie, donc les malus vont être différents pour l'excommunication à chacune des parties. Fait que ça c'est intéressant côté rejouabilité qu'on n'ait pas les mêmes pénalités. Pour les points négatifs, premièrement, c'est pas un jeu que le visuel m'excite beaucoup. Donc la boîte du jeu surtout, je la trouve horrible, et puis j'aurais jamais mis ce jeu là dans mes mains dans un magasin si j'avais pas vu les noms des auteurs qui étaient en dessous du titre. Donc c'est vraiment un visuel qui me rebutait du plus haut point. Le reste du jeu est un peu mieux que la couverture de ce que ça laisse paraître, mais quand même c'est pas un jeu qui nous attire par son premier coup d'œil. Ensuite, la gamique d'avoir tous la même valeur sur nos ouvriers est intéressante pour le côté équité, mais en même temps, je trouve que ça enlève la magie d'un placement de dés, le fait de, justement, tu dois te démerder avec ce que tu as roulé comme dés, avec les résultats que tu as eu pour cette ronde-là, puis c'est à toi de maximiser tout ça. C'est sûr que dans ce jeu-là, clairement, les petits chiffres n'ont pas beaucoup d'avantages, il n'y a pas beaucoup de places qui sont intéressantes à les placer. Oui, tu peux aller au conseil avec un petit chiffre, ça ne te dérange pas, tu peux gagner l'initiative, gagner des petites choses. Mais sinon, pour gagner les cartes de développement, les petits chiffres, c'est vraiment juste pénalisant.
Fait que c'est sûr que ça vient balancer ce côté-là, l'enlever le côté chance pour tout le monde. Mais en même temps, je trouve que ça brise un petit peu la magie d'utiliser un placement de dés. Fait qu'on dirait que c'est quelque chose que j'ai pas de temps apprécié dans ce jeu-là. Moi, ça m'aurait pas dérangé que tout le monde lance ses dés puis que tout le monde se démerde avec ses dés. Mais c'est sûr que la manière que le jeu est construit, ça aurait été super pénalisant. Mais c'est ça, c'est un petit côté du jeu que j'ai trouvé un peu weird pour moi, pour le petit côté placement de dés. Sinon, c'est un jeu que j'ai trouvé très punitif. Donc, c'est un jeu que tout est serré, la gestion de ressources, faut pas que tu te trompes parce que tu peux être à une pièce de pas faire ce que tu veux faire, à une ressource. Des fois, tu veux, je vais aller placer mon ouvrier dans cette tour-là. Ah, mais là, j'ai juste 2 pièces, je peux pas payer la pénalité parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est allé dans cette tour-là. Puis surtout, si tu joues à 4 joueurs, ben, c'est sûr que les 2-3 premières actions, les gens vont aller se placer dans les tours. Fait qu'après ça, quand je vais aller chercher des cartes, ben, je paye 3 de pénalité. Fait que ça devient lourd, ça devient pesant. Puis on dirait que ça nous fait qu'on fait moins de choses à cause qu'on doit payer tout le temps ces pénalités-là de pièces. On a aussi les pénalités du Vatican. C'est aussi très punitif ce que ça peut nous donner. C'est sûr qu'il faut, si on veut pas les avoir, il faut investir une partie de nos actions pour aller faire assez de points de foi pour pas les avoir, ces pénalités-là. C'est un côté qui est très punitif, encore une fois, que certains joueurs, ça leur plaira pas. Moi, c'est pas un côté qui m'a tant dérangé, le côté du Vatican. Je trouvais ça intéressant, justement, de jongler avec ça, puis d'aller chercher la pénalité, puis de dire, OK, ben, je ferai pas de foi du tout, je vais faire d'autres choses, je vais me concentrer sur d'autres choses, c'est pas grave, je vais vivre avec cette pénalité-là. Je trouve que c'est un côté qui était quand même intéressant, mais j'avoue que c'est un côté très punitif qui se rajoute par-dessus un jeu qui est déjà assez punitif. Sinon, c'est une construction d'engin, mais j'ai l'impression que tu profites pas beaucoup de ton engin. Tu le construis au début, je vais l'activer pendant qu'il y a 1 ou 2 cartes dedans pour me générer quelques petites ressources. Après ça, je vais racheter 1 ou 2 cartes, je vais l'activer une deuxième fois. Puis j'ai pas l'impression que tu l'actives si souvent que ça, ton engin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour l'activer. Oui, des fois, tu peux avoir un bonus, que ça va être une action d'activation, puis tu vas en profiter, puis tu vas faire un combo qui est vraiment cool. Mais ces cartes-là sont pas évidentes à aller chercher, puis généralement, les joueurs vont se battre vraiment beaucoup pour aller les chercher, ces cartes-là, vers la fin, qui est dans des activations gratuites. Fait que j'ai l'impression que tu n'as pas l'opportunité à toutes les rondes d'activer ton engin, puis ça dure juste 6 rondes. Fait que, évidemment, on dirait que tu construis quelque chose, mais que tu n'en profites pas assez. Fait que ça m'a aussi déçu, ce petit côté-là. Sinon, les cartes de développement, c'est toujours toutes les mêmes cartes dans toutes les parties. Fait que 8 cartes de l'époque 1, 8 cartes de l'époque 2, 8 cartes de l'époque 3. Donc chaque période en fait. Fait que c'est toujours les mêmes cartes qui vont revenir. Puis ça donne un gros avantage à quelqu'un qui a joué déjà. Si exemple, moi je veux montrer le jeu à quelqu'un qui n'a jamais joué, mais le fait que je sais c'est quoi les 8 cartes, je sais à peu près c'est quoi les 8 cartes de l'âge 1. Ben, j'ai un gros avantage sur comment je vais gérer un peu plus mes affaires versus un joueur qui n'a jamais joué. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, ça fait redondant après plusieurs parties. Ben ok, je sais que cette carte-là, elle arrive à un moment donné dans la partie, je vais essayer de me préparer. Puis finalement, ben c'est pas moi qui l'achète, puis là je l'ai pas. Fait que tu sais, c'est un petit côté double tranchant. Le fait aussi qu'il y ait juste ce nombre de cartes-là, puis que c'est toujours les mêmes à chacune des parties. C'est un jeu pour lequel je suis assez mitigé. Je reconnais que le design du jeu est bien fait, il est bien ficelé, c'est un jeu qui est fait pour être serré, mais ça s'est avéré un jeu que j'ai trouvé très punitif, puis des fois ça me limitait dans ce que je pouvais faire, puis ça devenait frustrant, parce qu'on est toujours à une pièce de faire quelque chose, à une ressource de faire quelque chose et tout ça. Donc j'ai eu des parties où ça a bien été, des parties où ça a moins bien été. J'ai de la misère à me faire une tête au complet sur ce jeu-là, donc je vais lui donner une note de C+. Pour moi, c'est un jeu qui est correct. C'est un jeu que j'ai l'impression que je construis quelque chose, mais que j'en profite pas assez. Même si c'est intéressant à construire, puis qui est bien ficelé le côté engin, j'ai l'impression que la partie n'est pas assez longue, on n'a pas assez l'opportunité en fait d'activer nos affaires. Quand on joue à 3-4 joueurs, on a une autre action pour activer, mais elle fait moins 3 notre chiffre d'activation. Fait qu'encore une fois, c'est pas évident. On va essayer de l'activer avec des gros chiffres, puis là, ça va me coûter des serviteurs pour augmenter mes affaires. Fait que encore une fois, ça coûte tout le temps plein d'affaires pour pouvoir faire juste des petites actions. Fait que c'est ça. J'ai eu des expériences mitigées avec Lorenzo Il Magnifico. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez nous faire des dons sur notre page Patreon si vous voulez nous encourager.
Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.